Izium, c'est également une population divisée. Hier, plusieurs dizaines d'habitants se sont réunis au centre de la ville. Le ton est rapidement monté. Alors, fallait-il accepter l'aide humanitaire des Russes pendant l'occupation? Les avis divergent. Ceux qui ont dit oui à l'époque sont aujourd'hui pointés du doigt. Regardez et écoutez. После оккупации прилеты были. Зачем они во дворе танк поставили? Меня стреляли. Она стреляла. Мне надо было умереть? Мне надо было умереть, да? Не надо орать. Не надо орать. У вас первый вопрос сразу. Вы что, за Россию? Нет, извините, я на своей земле. Украинская говорим. Мы хотим мира. Мы хотим мира. За что нас Потому что их кормила Россия. Их Россия кормила. 10 тысяч получили. За какие продались? Живые 10 тысяч получали. За Украину. Вы Украину продали за пайки. А вы откуда сами? А вы сами что жрали, а? А сами что жрали? Вы изюмчанка сама? Конечно. Да? А чем же ты питалась? Вот эти 6 Своими продуктами мы Свои питались. продукты, огород, земля. Retrouvons nos envoyés spéciaux sur place, Axel Charles Maisance avec Charline Hurel. Bonjour Charline, vous qui vous êtes rendue sur place, donc vous nous faites part de ces tensions internes, mais aussi externes, notamment de la part des autorités. Expliquez-nous pourquoi. Exactement, déjà vous l'entendez, ce qui se passe dans la ville entre les habitants. Et puis il y a tout autour de la part des militaires. Ils soupçonnent qu'il y ait encore des soldats russes qui soient cachés, qui n'aient pas eu le temps forcément de prendre la fuite et qui sont cachés dans les zones autour d'Izium. Alors pour vous expliquer, lorsque nous arrivons, on voit ce sont des étendues de bois si vous voulez. Et il y a un moment donné, alors déjà sur les checkpoints pour commencer, on nous contrôle les voitures, on nous pose des questions parce qu'ils veulent savoir si nous ne sommes pas des Russes qui sont déguisés en civils. Et puis ensuite, quand nous passons, à un moment donné, on entend des tirs de Kalachnikov qui sont à proximité. Évidemment, nous n'avons pas été voir ce qui se passait, donc on ne peut pas exactement savoir. Mais on nous a expliqué qu'il y avait cette tension permanente et cette chasse aux soldats russes qui seraient potentiellement, en tout cas, cachés dans les zones boisées. Donc vous constatez bien que la situation est extrêmement tendue, que ce soit à Izium ou autour d'Izium. Et ça vient aussi parce que ça fait 5 jours que cette ville est libérée. Donc comme à chaque fois, eh bien, il faut le temps que tout cela se remette en place et puis surtout d'avoir moins de soupçons et de trouver exactement toutes ces personnes recherchées. Un grand merci à vous, Charline Hurel et à Axel Charles Maisance qui vous accompagnent pour ces images. Vous l'avez vu, moment de tension, c'est même douloureux de voir ces habitants qui s'entre-déchirent. Ouais. Mais à chaque fois qu'il y a libération, on a pu connaître, nous, il y a plus de 80 ans, ces scènes aussi. Il y a toujours les résistants d'un côté, ceux de la dernière heure, il y a la réalité, et puis on les a entendus. Il faut juste manger, il faut survivre. Oui, Izium, ça a été une ville dans laquelle la bataille a été rude parce que quand en mars, les Russes essayent de prendre Izium, il y a plusieurs semaines de combat avant que le 1er avril, les Russes plantent le drapeau à Izium. Et après, on a plus de 5 mois d'occupation. Il faut se mettre aussi à la place des gens qui sont dans cette ville, qui se retrouvent dans une ville occupée. Et les Russes essayent de remettre en place un espèce de système pour que la vie fonctionne, avec des livraisons notamment d'aide humanitaire, comme ils l'appellent. Bon. Et on voit bien les règlements de compte que ça suscite, parce qu'il y a un moment où en fait, les habitants dans cette ville, ils ont le choix entre survivre ou en effet partir. Ceux qui restent, c'est vrai, sont traités aujourd'hui en partie de collaborateurs. Nous aussi, on a connu ces scènes-là. On a une extrême tension dans cette ville. Des services de renseignement intérieur ukrainiens qui sont en train de fouiller, en effet, tous les environs à la recherche de soldats russes qui seraient encore dans la zone. Quasi tout le monde est un suspect. Tout le monde est un suspect. Il y a des tensions qui sont énormes. Il faut que les choses, maintenant, s'apaisent un petit peu, que l'État ukrainien revienne dans ces territoires, parce qu'en plus, ce sont des villes qui restent quand même sous la menace de la Russie. Donc, c'est dire l'état d'esprit de la population, à quel point, en effet, il y a ces tensions. Mais c'est vrai que ces scènes, elles
elles sont difficiles à regarder parce qu'on on voit bien à quel point, eh bien, chaque famille a dû s'entre-déchirer entre savoir s'il fallait accepter, en effet, l'aide russe ou tout refuser dans son ensemble. Mais il y a un moment où, en fait, il faut juste survivre aussi. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. C'est vrai que c'est compliqué, hein, colonel Lefebvre, ces populations. Il y avait 500 000 personnes avant Isium au début de la guerre. Il y en a plus que la moitié. Et c'est vrai qu'elle est prise entre ce choix cornélien de s'accuser mutuellement, de partir, de rester. Et on est à 15 km du front, faut-il le rappeler. Écoutez, comme dans toutes les guerres, hein, quand il y a une population qui est occupée, il y a une petite partie de la population qui va résister, qui va devenir des maquisards. Il y a une petite partie de la population qui va coopérer avec l'ennemi, mais la grande majorité, elle essaie de survivre. Donc, survivre, c'est d'abord se nourrir. Si les Russes donnent de la nourriture, eh ben, on prend la nourriture que donnent les Russes. C'est pas un crime. Alors après, quand les Ukrainiens reprennent le terrain, il y a des chasses aux sorcières. Bah là aussi, ça se voit dans toutes les guerres, malheureusement.